Bon, bonjour, donc je vais localiser un petit peu nos exemples autour de deux business cases dont on a parlé, autour de la problématique d'innovation dans les services en Asie et ce que ça a pu ou nous apportera demain dans le reste du monde. Donc je vais prendre deux exemples un petit peu antagoniques en termes de situation de départ, c'est l'Inde et l'Australie. Bon, l'Inde, on en a déjà brillamment parlé ce matin. L'Australie, je la mets aussi en Asie, hein, ça peut être discuté, mais c'est vraiment la conception qu'on en a. Alors, peut-être deux mots rapidement sur Suez Environnement. Je pense que tout le monde ne connaît peut-être pas. On est positionné sur les secteurs de l'eau et les déchets. Bon, je vous donne juste 3-4 chiffres. Vous en avez d'autres qui apparaissent à l'écran. On sert un petit peu moins de 100 millions de personnes en eau potable dans le monde entier. On a construit un peu plus de 10 000 stations d'eau potable, traitement des eaux usées. Ça depuis 70-80 ans. Dans le secteur des déchets, vous le voyez là, à peu près 50 millions de personnes bénéficient de nos services et on opère un peu plus d'une cinquantaine d'incinérateurs dans le monde. Bon. Donc ça, c'est quelques chiffres macro. En termes de position à l'international, bon là, vous le voyez à l'écran, je n'ai pas besoin de le commenter. En bleu, les pays, on est très actifs dans les secteurs de l'eau. En orange, on est présent dans les déchets. Et puis quand c'est assuré, évidemment, on fait les deux. 80 000 collaborateurs, alors c'est moins que Sodexo, c'est moins que Tata, mais enfin ça fait quand même beaucoup de monde. 15 milliards de chiffre d'affaires et le ratio qui est important, c'est qu'on en fait 31% hors d'Europe. Hein. Et puis je disais tout à l'heure, M. Marc, deux tiers hors de France. Alors on va parler d'Asie spécifiquement aujourd'hui. Donc ayez en tête qu'en Asie, on sert 34 millions de personnes en eau potable, c'est-à-dire plus que la population qu'on sert en Europe. Alors vous me direz en termes de prorata des populations, quelque part c'est logique, mais enfin on a une histoire européenne, on s'est construit en partant de la France, donc c'est pour nous un chiffre qui est extrêmement fort hein, et qui a beaucoup d'impact. Alors, avant de parler d'innovation, avant de parler d'Asie, je pense qu'il faut remettre en perspective un petit peu les enjeux auxquels sont confrontés nos clients. Alors ça, vous l'avez dans les journaux tous les jours, donc je ne vais pas m'étendre, mais il y a quand même quelques facteurs fondamentaux qui sont très importants de comprendre quand vous discutez avec, que ce soit des industriels ou des représentants de l'autorité publique. Alors croissance et urbanisation, alors évidemment quand on parle d'Asie, c'est une évidence, juste un chiffre qu'il faut avoir en tête. Dans les 35 prochaines années, la population urbaine en Inde devrait augmenter de 500 millions de personnes. Donc je vous laisse faire la division, ça veut dire que tous les ans, vous avez l'équivalent d'une agglomération londonienne ou parisienne qui se construit. Il faut imaginer le cauchemar pour la puissance publique. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de transport hein? On a parlé d'électricité et évidemment en termes d'eau et d'assainissement. Donc ça, c'est un premier driver qui est incroyablement puissant quand vous vous rendez en Asie pour ceux qui ont... Et c'est tangible, hein, pour ceux d'entre vous qui ont eu la chance d'y aller, c'est une évidence. Je n'ai jamais vu autant de grues qu'en Chine, par exemple. Alors, ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est le changement climatique. Alors, ce n'est pas juste un concept journalistique. Quand vous gérez des ressources, ça veut dire, pour un certain nombre de pays, et on le verra quand on parlera de l'Australie, ça veut dire que, par exemple, il y a moins d'eau. Vous êtes confronté à un problème de stress hydrique. Et quand vous êtes au stade auquel certaines villes australiennes peuvent y arriver, c'est une question tout simplement de vie ou de mort de la ville. C'est-à-dire, est-ce qu'il faudra que tout le monde s'en aille ou alors est-ce qu'il faut changer, évoluer, trouver des solutions? Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, il est directement lié aux deux premiers, c'est la notion de rareté des matières premières. Et donc vous avez face à vous un certain nombre d'acteurs, un certain nombre de décideurs, la société civile, qui exigent des changements hein, en termes de comportement, en termes réglementaires, pour commencer à attaquer substantiellement et d'une manière efficace la problématique de la gestion des matières premières, et notamment tout ce qu'on appelle les notions de consommation, de comportement responsable. Alors du coup, quand vous êtes face à ces problématiques-là, on parle plus simplement de gestion environnementale, il faut commencer à parler de performance. Et c'est là que nous, on peut intervenir en apportant une partie de la solution. Alors, la performance, elle a plusieurs dimensions. Alors évidemment, il y a la performance économique.
comment est-ce que je fais pour être plus efficace dans la réduction de mes coûts? Alors ça dépend des secteurs d'activité dont on parle. Consommer moins d'eau, la consommer mieux. L'énergie, c'est un facteur de coût extrêmement important dans la production d'eau potable et sa distribution, etc. etc. Bon. Mais il y a aussi d'autres aspects. La performance non économique ou non directement économique. Et là, il faut répondre à ces nouvelles attentes dont je parlais tout à l'heure des populations. L'image de marque, clairement, ça fait partie de ces attentes de l'ensemble des populations en termes de création de valeur non économique. Troisième élément qui est directement drivé par la pression sociétale, la pression électorale aussi, hein, quand vous discutez avec des élus, vous avez un univers réglementaire qui commence à pousser, qui est poussé par tout ça. Et donc quand vous êtes une ville ou une fois encore un industriel, vous devez répondre et vous évoluez dans un environnement réglementaire qui est de plus en plus contraignant. Alors une fois qu'on parle de performance, ça nous amène à la question de l'innovation. Alors l'innovation, bon, je suis face à un expert, donc je vais en parler avec beaucoup d'humilité. Bon. Face à une salle d'experts. Ah. Alors je me soumets à votre sagacité et à votre sagesse. Bon, évidemment, il y a la notion technologique, sujet sur lequel je n'aurai pas le temps de m'étendre ce matin. Hein. Bon, dans nos métiers, typiquement, par exemple, comment est-ce qu'on fait pour dessaler de l'eau de mer de manière de plus en plus efficace, hein, de moins en moins chère? Ou alors, comment est-ce qu'on fait pour générer de plus en plus d'électricité à partir d'une tonne de déchets ménagers? Voilà, typiquement des sujets technologiques sur lesquels on travaille. Moi, aujourd'hui, je vais surtout vous parler des autres facteurs d'innovation auxquels on a été confronté en Asie, justement. Bon, d'abord, il y a l'innovation commerciale, c'est-à-dire quelle est la capacité à faire évoluer l'offre de service proposée à votre client en fonction de ce dont il a besoin. Ça mène directement à l'innovation contractuelle, c'est-à-dire finalement, sur quelle base et comment est-ce qu'on contractualise ça? Est-ce que c'est quelque chose qu'il n'avait jamais vu lui avant? Est-ce que c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu nous avant? Et comment est-ce qu'on fait pour converger? Ça va être le sujet fondamental des deux business cases que je vais vous présenter après. Et puis derrière, il y a ce qu'on appelle l'innovation sociétale. Dans les métiers dans lesquels je suis, on est finalement, nous, des prestataires de services au service de la puissance publique, mais elle-même, elle est investie d'un pouvoir et d'une mission par les populations qui l'ont désignée. Donc finalement, c'est pour eux qu'on travaille. Et aujourd'hui, et ça, on le voit très bien en Europe avec les différentes associations et les différentes instances de gouvernance, de débat public, etc. Mais c'est très fort aussi, sous des formes diverses et variées d'un pays à l'autre, dans tous les pays d'Asie. Bien, alors voilà les deux business cases. Donc on va parler d'Australie avec la ville d'Adélaïde, et puis après on retournera en Inde, parce qu'on y était beaucoup ce matin, à New Delhi. Donc ce sont deux exemples qui sont récents. Notre contrat d'Adélaïde, il a démarré il y a 1 an et demi. Vous verrez, c'est un contrat à long terme, donc on est au tout début. Et puis notre contrat de New Delhi, on a démarré au 1er janvier de cette année. Je vous expliquerai un petit peu les enjeux et comment on en est venu là. Alors, on va commencer par l'Australie. Donc j'ai 3 slides sur l'Australie. Je vous donne la situation de départ. Alors la ville d'Adélaïde, pour ceux qui ne la connaissent pas, vous avez le point rouge sur la carte. Donc c'est quand même une grande ville. Vous avez 1 200 000 habitants. C'est une ville qui est au bord de l'eau, mais qui est, comme tout le reste de l'Australie, soumise à des problématiques de stress hydrique. Donc c'est des gens qui prennent ce sujet très au sérieux, tant d'un point de vue technique que, une fois encore, d'un point de vue politique, médiatique, sociétal. Tout le monde a une opinion sur le sujet, tout le monde s'en mêle, tout le monde se sent acteur, tout le monde se sent investi, et c'est une bonne chose d'ailleurs, c'est le problème de tout le monde. Donc vous êtes au cœur d'un sujet de la cité, comme on dit. Vous avez un système qu'on va appeler un système qui est complet, qui est complexe. Vous avez 12 très grosses installations, 6 de production d'eau potable, 6 de traitement des eaux usées. Bon, je vous ai mis le kilométrage de réseau, alors ça ne parle peut-être pas à tout le monde. C'est assez gros, on va dire, en termes de réseau, c'est assez compliqué. Et puis, troisième aspect, alors là, qui pour le coup est typiquement australien, qui est un pays qui est à la pointe des problématiques écologiques et environnementales, c'est une ville qui, à grande échelle, a un système de réutilisation des eaux usées. On en parle beaucoup en Europe. Bon, eux, ils l'ont fait. Alors, ce n'est pas pour en faire de l'eau potable. Techniquement, c'est parfaitement faisable. Enfin, on a tous des résistances
psychologique par rapport à ça, mais en revanche, en termes pour arroser les jardins, pour irriguer les golfs. Vous savez que les Australiens font beaucoup, beaucoup de golf. Un golf, ça consomme énormément d'eau. Effectivement, les Australiens se sont dit, bon, finalement, arroser le golf avec de l'eau potable, quand on a un gros problème de stress hydrique, est-ce que c'est vraiment responsable d'un point de vue écologique? Donc ils ont dit non. Et donc ils ont ce système de réutilisation des eaux usées. Bon, alors, qui s'occupe de l'eau et de l'assainissement dans la ville d'Adélaïde? C'est une régie qui est publique, celle qui a l'autorité là-dessus. Et elle s'est dit, bon, je voudrais m'upgrader d'un point de vue technique, managérial, je veux profiter d'une nouvelle expertise, mais il n'est pas question de lâcher la main sur le service. Donc je ne veux pas avoir une relation avec un sous-traitant, je ne veux pas déléguer ce service-là, je ne veux pas avoir d'opérateur. Donc comment est-ce que je peux faire? Bon. Alors on a réfléchi ensemble, ils ont lancé un appel d'offres extrêmement compétitif, je reviendrai après là-dessus. On a fini par être sélectionné, c'est un contrat à long terme, vous voyez, un contrat sur 10 ans, mais qui est un contrat sur mesure. Alors je vous ai mis face à face ce qui est dans nos métiers, donc un contrat traditionnel. Alors ça, je pense que les uns et les autres, vous avez tous été confrontés à cette nature de contrat à un moment ou à un autre. Donc ce que je vous dis là est parfaitement connu, mais ce qui est intéressant, c'est de le mettre en miroir par rapport au contrat auquel on a abouti à Adélaïde. Donc bon, dans un contrat traditionnel, vous avez un client, vous êtes un prestataire. Alors on a tous été d'un côté de la frontière ou l'autre, on a toujours été client ou prestataire à un moment ou à un autre. Ce contrat, il prévoit un schéma d'allocation des risques. Donc on sait ce qu'on demande au prestataire, on sait les risques qu'on lui demande de prendre. Alors dans nos métiers, on est confronté et on doit réaliser beaucoup de travaux, puisqu'on est dans la rue, sur les problématiques de réseau. Enfin, rappelez-vous des masses que je vous indiquais tout à l'heure. Donc le prestataire, il est généralement responsable des travaux. D'une manière générale, c'est un industriel, donc on lui demande de prendre le risque industriel. Et puis après, il est rémunéré, alors ça dépendra des cas de figure, des us et coutumes, au forfait, ou alors on lui paye un fixe plus un variable, et puis après, il y a des régimes de pénalité en fonction de la performance. Bon, ça, c'est le contrat classique. Et le contrat d'alliance qu'on a déterminé avec donc les autorités de la ville d'Adélaïde, c'est un contrat qui est très particulier. Alors nous on ne l'avait jamais fait, et ça ne s'était jamais fait dans l'eau non plus. C'est de dire, bon, il n'y aura pas de notion de client prestataire. Il va y avoir une seule équipe de management qui est composée à parité, en fait, avec donc des représentants de Suez Environnement et des autorités. L'équipe en dessous, donc l'équipe qui va diriger finalement et qui va gérer le système qui distribuera l'eau potable aux 1 200 000 personnes dont on a parlé tout à l'heure, même chose. Alors, ce n'est pas du 1 pour 1, mais vous allez avoir une équipe conjointe où, in fine, à l'arrivée, on ne sait plus très bien si celui-là, indépendamment de son accent français, s'il est venu de chez nous, du centre, ou si celui-là, qui est australien, finalement, d'où est-ce qu'ils viennent, ce n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est qu'ils intègrent tous la même équipe. Au-dessus de cette équipe, donc vous avez l'équipe de management, qui est la seule instance de gouvernance de ces structures, et toutes les décisions sont prises à l'unanimité. Donc vous sortez complètement des problématiques usuelles, conseil d'administration, les droits de vote, j'ai la majorité, je ne l'ai pas, comment on va faire, avec qui je fais alliance pour, etc. Ce n'est pas du tout la manière dont ça marche. Dans cet esprit-là, il n'y a pas d'allocation des risques, c'est-à-dire qu'on partage tout, les bonnes et les mauvaises nouvelles, et leurs conséquences économiques. La responsabilité, donc je reviens à la problématique des travaux, elle est conjointe, c'est exactement la même chose. On est dans un système d'open books, c'est-à-dire que tout le monde a accès en temps réel au coût réel de ce qui se passe. Vous savez, quand vous avez des délégations de long terme dans le service, il y a toujours cette crainte de se retrouver face à une black box, on ne sait plus très bien combien, on sait combien on le paye, mais on ne sait plus très bien combien ça lui coûte, est-ce qu'il est en train de gagner beaucoup d'argent, etc., etc. Enfin bref, sujet extrêmement polémique. Là, la question, elle ne se pose pas. Et puis, en contrepartie, enfin en parallèle plutôt, vous avez cette rémunération transparente. Donc nous, on est rémunéré, je le mets parce que c'est public, donc, mais vous le voyez, c'est bien si vous voyez l'aspect mécanique du sujet. Il y a des coûts directs, on s'est mis d'accord sur un niveau de frais généraux. On a une marge contractuelle sur laquelle on s'est mis d'accord. Et après, on partage les risques et les bénéfices qui sont ceux que je vous avais expliqués avant. Et tout ça, c'est capé et il y a un plancher aussi. Donc,
quels sont les enseignements qu'on peut tirer de ce contrat-là? Ça a été un processus long de discussion, donc, et coûteux. Coûteux pour nous, et coûteux aussi pour l'autorité publique. Donc, ça n'a de sens que si vous avez un contrat long terme, de grande taille, pour un système complexe. Je pense que c'est un élément fondamental. Il y a quelques prérequis. Alors, le premier, il a l'air évident, celui de la confiance. Je vais vous expliquer le processus. Je pense que, enfin, en tout cas, nous, ça nous a surpris. En fait, les autorités de la ville d'Adélaïde ont dit « Ok, bon, très rapidement, on est capable de sélectionner qui sont les grands opérateurs dans le monde capables d'opérer notre système. » Donc, ils ont dit « Bon, il en restait que deux, un système de préqualification. » Les aspects économiques, quelle sera la marge? Je vous ai montré la formule tout à l'heure, ça aussi, c'est une discussion qui, in fine, ne prend pas longtemps. Il s'agit que de discuter d'un pourcentage. C'est plutôt simple, conceptuellement, c'est pas très compliqué. Donc, ils ont laissé ça de côté, ils ont dit « Ok, vous êtes tous au même niveau. Maintenant, moi, ce que je vous demande, à vous et à vous qui êtes les derniers les finalistes, vous allez m'amener les équipes qui vont gérer le système, tout de suite. Je vais les mettre en laboratoire avec mes équipes et je vais choisir le mélange qui fonctionne le mieux. » Donc on a eu nos équipes sur place pendant plusieurs semaines à travailler avec une équipe de gestion de la ville d'Adélaïde, en disant, bon, ben voilà, vous tous ensemble, vous êtes l'équipe de demain qui gère le système. Il y avait la même chose dans une salle à côté. Tout ça, ça a été évalué par des psychologues, des coachs, etc. Et ce sont eux qui ont dit, ben voilà, les grands gagnants finalement de cet appel d'offres, c'est cette équipe-là. Parce que, individuellement et collectivement, c'est là qu'on a vu les meilleurs comportements. Et c'est là qu'on pense qu'on a le meilleur cocktail, le plus à même de gérer dans des situations de crise ou en situation normale l'ensemble du système. Vous voyez le niveau un petit peu de maturité. Personnellement, je n'avais été jamais confronté à ça en termes de sélection. C'est-à-dire qu'on est très au-delà de c'est quoi vos produits, c'est quoi vos références, c'est quoi votre prix. Tout ça, c'est très bien. Okay, mais après, on veut vraiment juger les hommes et les femmes qui constituent vos équipes et voir comment ils fonctionnent avec les nôtres. En plus, vous êtes évalué en termes relatifs. Donc, c'est particulièrement intéressant. Donc, cette relation de confiance, elle se construit par ce processus-là aussi. C'est pour ça que je le mets comme premier prérequis, parce qu'il est extrêmement important. Le deuxième, là, il vous faut un client qui est prêt à partager les risques, et donc opérationnel pendant 10 ans, c'est-à-dire qu'il n'est vraiment pas dans une logique d'outsourcing. C'est absolument pas sa démarche. Puis troisième point, qui est lié au précédent, il faut évidemment un client qui est intéressé par des améliorations techniques et managériales, et qui veut les recevoir, et qui veut pouvoir les garder, pour après en faire quelque chose à l'issue du contrat. Voilà, donc ça c'est pour le cas australien. Alors on va changer complètement d'univers géographique et culturel, et on va aller à New Delhi. Donc ce qu'il faut savoir à New Delhi, donc on y a fait mention un petit peu ce matin. Bon, il faut quand même se le dire, ce n'est pas un secret. En Inde, le niveau des infrastructures et des services, ce n'est pas encore ça. Je pense qu'on va se le dire comme ça. Alors, vous avez une régie publique qui gère, qui s'appelle le Delhi Jal Board, qui gère l'ensemble des systèmes d'eau et d'assainissement pour toute la ville de Delhi. Donc, ça fait un peu plus de 16 millions de personnes, 5 millions d'habitants. On va dire que, de leur propre aveu, la performance de la gestion au sens large du terme, il y a encore un petit peu de chemin à faire. Donc ils ont décidé de lancer un certain nombre de projets pilotes d'amélioration avec 3 très grands objectifs. Bon, le premier, c'est d'assurer la continuité du service. Qu'est-ce que ça veut dire très concrètement? Dans tout Delhi, en fonction de là où vous habitez, vous avez l'eau entre 3 heures et 8 heures par jour. Vous n'avez jamais l'eau 24 heures sur 24. Donc premièrement. Deuxièmement, ça explique peut-être le premier point, mais pas exclusivement, 2 tiers de l'eau qui est envoyée dans le réseau par les stations d'eau potable, elle se perd. Elle n'arrive jamais chez les gens. Vous avez 2 tiers de pertes dans le réseau. Oui, ça n'aide pas à amener l'eau à tout le monde.
c'est évident. Et puis, troisièmement, le service client. Bon, c'est un concept, on va dire. Hein. Si vous avez quelqu'un à appeler, si vous voulez qu'on vous réponde au téléphone, c'est parce que vous avez un problème de fuite, parce que vous ne comprenez pas votre facture, ou parce qu'il y a une erreur, ou parce que vous voulez changer, si vous êtes comment on dit, en débit automatique, si vous voulez changer votre RIB, enfin tout ça, enfin l'équivalent, bon, voilà, ça peut être extrêmement compliqué. Donc il n'y a pas vraiment de notion de service client. Donc, juste là un mot par rapport à tout ce qu'on a dit. C'est ce qui fait que l'Inde est mystérieux, c'est ce contraste entre... Parce que nous ne sommes pas habitués à ça en Europe. On a une espèce de cohérence. Les entreprises sont efficaces, mais les services publics sont efficaces. On peut critiquer les choses, mais il y a une espèce de cohérence. L'Inde, c'est l'immense contraste entre des entreprises parmi les plus efficaces du monde, une économie agile, des niveaux de connaissances énormes, des recherches scientifiques au plus haut niveau mondial, etc. Puis en même temps, éventuellement dans la même ville, une situation qui nous paraît moyenâgeuse sur la chose. Et ça vit, et ça fonctionne, et ça produit. Mais ça, nous, en Europe, on n'est vraiment pas habitués à cette logique d'immense contraste, d'immense paradoxe. Et c'est particulièrement vrai. Et ce qui est très intéressant, bon, ce que nous, on peut en penser, à la limite, ce n'est pas vraiment le sujet. Ce qui est très intéressant, c'est finalement qu'est-ce qu'en pense la population indienne. Et cette population indienne, elle évolue, elle a des exigences en termes de services qui sont complètement différentes de celles qu'elles y étaient il y a 10 ou 15 ans. Ils sont des gens qui disent maintenant, ça suffit, hein, il faut qu'on ait une amélioration là-dessus, ça c'est plus acceptable parce que ceci, parce que cela. Et donc il faut écouter, et il faut être en mesure de répondre à cette demande-là. Alors la question, c'est comment on fait. Alors le Delhi Jal Board, qui planche sur ces sujets-là depuis des années. Hein, et vous avez tous les consultants de la planète qui ont travaillé avec eux pour essayer de trouver des solutions. Donc, on a décidé de lancer un certain nombre de projets, 3 en fait. Et le premier nous a été attribué pour un petit, entre guillemets, quartier de Delhi, hein, c'est-à-dire qui ne fait que, vous savez, un plan de Delhi, hein, pour ceux qui connaissent, c'est ici, qui ne fait que 400 000 habitants. Rien du tout pour l'échelle de Delhi. Vous avez les caractéristiques techniques qui sont là. Bon, peut-être 2 éléments à avoir en tête. 41% de la population a un compteur, c'est-à-dire que vous avez 60% des gens qui ne savent pas combien d'eau ils consomment, même de quartiers entiers qui ne savent pas combien d'eau ils consomment. Ce n'est pas vraiment un sujet. De toute façon, 2 tiers sont perdus. Donc, vous voyez, un petit peu la notion de gestion de la ressource, premier point. Et puis, deuxième point, ils sont dans le benchmark du reste de la vie. C'est-à-dire que l'eau potable, vous l'avez entre 3 heures et 8 heures par jour. Ce sont des gens qui, depuis des décennies, savent s'organiser. Dès que l'eau arrive, entre voisins, on se prévient. On sort les bidons, on les remplit. On remplit la baignoire, les casseroles. Puis comme ça, c'est bon, on a fait le plein. Et comme ça, on tiendra jusqu'au round du lendemain. Donc voilà un petit peu comment ça se passe. Et c'est justement cette situation de fait que les gens veulent faire changer. Alors, là aussi, on a une discussion, c'est un appel d'offres, mais qui est aussi le fruit d'une discussion et d'un dialogue compétitif. Donc on a eu, là aussi, la chance et le privilège d'être choisi par le Delhi Jal Board. Donc là aussi, on est parti sur un contrat à long terme. Hein, c'est un contrat à 12 ans, hein, parce qu'il y a beaucoup à faire et tout ne pourra pas être fait en une semaine. Ce contrat, il est cadré autour de KPIs qui sont clairs, qui sont objectifs, qui sont mesurables et qui vont au cœur des grandes problématiques que je vous ai expliquées tout à l'heure. Donc nous, on a très clairement mission de mettre en œuvre un certain nombre de choses, dont je vous épargne les détails techniques, hein, pour assurer un délai qui est prévu contractuellement, l'eau 24 heures sur 24 pour tout le monde, toute l'année. Deuxième point, donc l'amélioration du service au client. Bon, je vais donner quelques exemples tout à l'heure. Hein, donc, bon, là aussi, sans rentrer dans les détails, il est extrêmement important, et c'est notre deuxième objectif, de faire changer complètement de manière de traiter. On va passer de l'usager au client, en gros. Hein, c'est ça la révolution qu'on doit faire. Troisième point qui est instrumental, mais pas que, c'est aussi un objectif fondamental. On a des objectifs de réduction des pertes dans les réseaux. Donc je disais 2 tiers, c'est 67%. Et on a un délai contractuel pour amener ça à 15%, ce qui est un très bon niveau de performance de gestion de réseau. Et puis quatrième point, sur les 370 000 personnes qu'on gère aujourd'hui, il y en a en plus 50 000 dans ce quartier-là, qui est un quartier de classe moyenne plus. Hein. Ce n'est pas un quartier difficile de Delhi. Il y a 50 000 personnes qui ne sont pas connectées au réseau. Donc évidemment, il faut les y intégrer et les faire bénéficier de toutes les améliorations qu'on mentionne ici. Alors ça,
à la limite, dans la situation de départ, c'était facile à définir, mais après, il faut se poser la question du comment et du comment économiquement. Et donc, je pense qu'une des choses très intéressantes de ce contrat-là, c'est qu'il a été construit dans un cadre économique qui, à la fois, donc, définit des ambitions d'amélioration de services, mais aussi intègre les contraintes économiques des services publics en Inde et l'allocation des risques. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? Nous, en tant qu'opérateurs, on sera rémunéré directement par la régie. Donc on n'est pas, en termes de risque de recouvrement, directement exposé à l'usager final. En revanche, on est rémunéré directement en fonction des volumes qui seront recouvrés. Donc on est quand même intéressé dans la performance de l'action facturation, recouvrement, qui est essentielle pour un service public. Donc c'est le premier point. Le deuxième point, je vous l'ai dit, il y a un certain nombre d'investissements qui sont importants à engager. Ces investissements, ils seront réalisés en grande partie par la régie. Ces investissements de mise aux normes, d'extension du réseau. Ce qui a pour corollaire un impact très important, c'est qu'il n'y aura pas d'impact tarifaire pour les usagers. Ça, je pense que de notre point de vue et du point de vue de la régie, c'était quelque chose qui était important. Il fallait réussir à upgrader le service significativement sans que ça représente une augmentation, un doublement, un triplement des factures pour les gens. Voilà sur Delhi. Donc, finalement, et ça sera ma dernière slide, bon, ok, très bien, exotique, sympa. Qu'est-ce qu'on sort comme conclusion de ces business cases? Qu'est-ce qu'on dit et en quoi est-ce que ça peut influencer, je crois que c'était le sujet qui était sollicité, en quoi est-ce que ça peut influencer la manière, dans nos métiers, de traiter les services dans le monde entier? Je pense qu'il y a une chose qui est très intéressante en Asie, c'est qu'à chaque fois, je pense que ça a été bien illustré ce matin, à chaque fois, on est confronté à des problématiques de rupture. Dans les deux cas que je vous ai montrés, on est face à des déficits structurels, des déséquilibres structurels qu'il faut résoudre. Dans le cas de l'Australie, c'est le stress hydrique et une révolution sociétale dans son rapport des problématiques d'environnement. Ça, c'est le cas australien. Dans le cas indien, c'est la croissance urbaine, donc avec les chiffres que je donnais tout à l'heure, et une population qui dit « maintenant, ça suffit. Maintenant, on veut un truc sérieux et qui marche. » Donc c'est la deuxième rupture. C'est le point commun. On pourrait croire qu'il n'y en a pas, mais c'est le point commun entre ces deux cas-là. Le deuxième élément, du coup, c'est que même si les natures des attentes, elles diffèrent fondamentalement, on n'a pas sur étagère, il n'existe pas sur étagère la solution à apporter pour faire face à ces problématiques-là. Puisqu'elles sont profondes, elles sont de rupture, elles sont radicales. Donc forcément, il faut s'asseoir ensemble. Ce n'est pas juste une discussion à deux, d'ailleurs. J'ai parlé de l'importance fondamentale d'intégrer la société civile dans ce dialogue compétitif, et définir la solution qui conviendra le mieux. Vous avez vu que l'une comme l'autre sont très différentes d'un point de vue économique et contractuel. Et c'est ça, finalement, qui est novateur. J'ai eu l'occasion et la chance de présenter à certains, mêmes élus français, et dire voilà le cas Adélaïde, par exemple, qui les intéresse beaucoup. Ça fait beaucoup réfléchir. Et en particulier, évidemment, sur le résultat atteint à l'arrivée, mais ce n'est pas que ça. Ce qui est surtout très intéressant, c'est ce qui s'est passé avant. C'est finalement comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et donc c'est ce processus de co-construction qui est en lui-même novateur. Et parce que c'est le seul moyen, finalement, de définir la solution la plus adaptée à la réussite du projet. Voilà. Merci énormément.